Bonjour BDXIO, ça va bien? Je m'appelle Anne, je travaille chez Datadog et aujourd'hui je suis là pour vous parler des entretiens techniques et plus concrètement des entretiens techniques des grosses boîtes de la tech. Je me présente, donc je m'appelle Anne, j'ai une formation d'ingénieur informatique, je viens du Pays Basque, j'ai plein d'affections et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le monde de la tech, notamment en tant qu'ingénieur informatique. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Datadog. Pour ceux qui ne connaissent pas Datadog, Datadog, c'est une plateforme d'observabilité. En gros, ça permet d'analyser, surveiller et sécuriser vos systèmes. Donc, ça vous donne un peu toute la vue de ce qui se passe chez vous pour comprendre les différentes choses, identifier, anticiper des problèmes, les optimiser et les rendre plus fiables en temps réel. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site que je vous ai laissé là. Et voilà, et je serai sinon ravi aussi à la fin du talk d'en parler avec vous. Alors, du coup, en plus d'être tout ça que vous voyez ici, lors de mes différentes expériences professionnelles, et notamment chez Datadog, j'ai aussi un rôle d'intervieweur. Du coup, bon, je m'excuse, j'utilise les mots anglais parce que je n'ai pas trouvé les meilleurs mots en français pour dénommer le mot intervieweur. Et aussi, j'ai été souvent dans ma carrière candidate. Et alors, du coup, question pour vous, audience, est-ce que je suis la seule dans la salle à avoir complètement foiré au moins une fois dans leur vie un entretien technique? Vous pouvez lever la main? Cool, ok. Bon, je vois que je ne suis pas la seule. C'est bien, ça me rassure. Du coup, je pense que ce talk, ça peut être pour vous. Je ne vous promets pas la recette magique pour réussir tous vos entretiens. Mais en tout cas, je vais partager avec vous mon expérience et les différents conseils ou différents apprentissages que j'ai eus pendant ma carrière jusque-là en tant qu'intervieweur et candidate. Donc, comment ça va se structurer le talk? On va d'abord parler sur ce que c'est les entretiens techniques, pour ensuite voir comment on est évalué, voir qu'est-ce que c'est une bonne préparation d'entretien. On verra vite fait un exemple pratique du monde réel pour finir avec une conclusion. Donc, c'est parti. Alors, ce que c'est les entretiens techniques, je pense que c'est à peu près clair, mais juste pour donner un peu de contexte. C'est une pratique qui a été lancée à la base par Microsoft dans les années 90 et qui est aujourd'hui très généralisée, notamment très poussée par des géants de la tech, mais pas que. C'est une pratique qui est très généralisée dans n'importe quelle entreprise informatique. Pourquoi? Parce que c'est une étape essentielle de recrutement. Ça permet d'évaluer les différentes compétences des candidats, que ce soit technique ou de résolution des problèmes, mais pas que. J'irai plus loin, c'est aussi communicatif, soft skills, etc., etc. Et comment ça se passe? En général, pendant un entretien, les candidats doivent résoudre des problèmes d'algorithmie en temps réel et dans un temps limité et en utilisant certains outils. En général, c'est des outils collaboratifs online ou des whiteboards. Donc, on va voir du coup comment ça se passe chez nous, juste pour donner un peu un exemple. Nous, on fait des entretiens techniques qui durent 1 heure où on va d'abord avoir 10 minutes de discussion avec les candidats, des introductions, des projets passés, etc. Pour ensuite passer à la partie du code. Donc, c'est des résolutions des problèmes d'algorithmie. On utilise une plateforme qui s'appelle Coderpad.io. Je sais qu'on n'est pas le seul à utiliser cette plateforme. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très répandu. Et à la fin, on va avoir des questions et des discussions avec les candidats. Et quelque chose de très important, tout est en anglais.
Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Allons voir du coup comment on est évalué lors de ces entretiens. Alors, il y a 4 critères principaux pour évaluer un candidat. Nous avons, dans un premier temps, la communication. Donc ça, c'est vraiment l'échange qui se crée entre l'intervieweur et le candidat. Donc, il va s'agir voilà, de cette discussion pour demander des clarifications de l'exercice, proposer différentes approches pour résoudre les problèmes. Voilà, n'importe quelle interaction qu'il va y avoir. En tout cas, c'est la partie essentielle où, en gros, l'intervieweur doit comprendre et suivre ce que le candidat veut faire ou essaye de faire. En deuxième, nous avons la résolution des problèmes. Donc ici, ce qu'on essaye de voir, ce qu'on essaye de mesurer, c'est que le candidat comprenne bien le problème et qu'il l'aborde de façon logique, précise et systémique. C'est-à-dire qu'il essaye pas, enfin, qu'il ne se dévie pas lors de la résolution de son problème, qu'il essaye d'avoir la big picture et de ne pas trop s'égarer. D'être capable d'identifier les choses positives et négatives de chaque solution possible ou approche, et être capable de déterminer et d'optimiser la complexité espace et temps, parce que ça va être directement lié au coût du code qu'il va produire. En troisième, nous avons du coup les compétences techniques. Donc les compétences techniques, c'est ni plus ni moins que traduire la solution qu'on a prévue en code. Donc il faut que ça soit du code, enfin, il faut que l'écriture du code soit assez fluide, que le candidat soit à l'aise avec une implémentation claire et correcte. Et quand on dit être à l'aise avec le langage utilisé, c'est juste savoir appeler ou implémenter des méthodes, utiliser des structures, des données, des bases, voilà, des différentes librairies, etc., etc. Et en dernier, la préparation à la production. Alors, je n'ai pas trouvé une meilleure façon de dire ça. C'était du production readiness. Je l'ai traduit comme ça en français, pardon. Ici, ça va être le fait d'avoir un code qui marche avec des cas nominaux et des exceptions ou des cas à la marge. Être capable d'identifier les différents problèmes qu'on a pu ajouter à notre code et les résoudre, mais aussi optimiser le code qu'on a déjà écrit pour l'améliorer, enfin, pour le rendre meilleur. Donc, tout en cherchant à avoir un code plus fiable, robuste et résilient. Alors, comment se préparer? J'utilise beaucoup cette analogie de la course à pied avec la préparation des entretiens techniques, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans les deux. Quand on commence à courir, je ne sais pas s'il y a des gens qui courent ici. J'ai fait les semis dimanche, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui courent. Très bien. Quand on commence à courir, si on n'a pas l'habitude, au début, c'est difficile, c'est assez pénible. Et au bout de quelques minutes, on n'en peut plus. Je suis la première. Quand j'avais commencé, c'était vraiment pénible. Mais c'est vrai que plus on s'entraîne, et plus ça devient naturel. Plus on prend nos marques, voilà, ça devient fluide. Et on prend même plaisir. C'est bizarre de le dire, mais c'est vrai. La préparation, ça nous aide aussi à être plus prêts pour les jours J, pour réussir au mieux notre épreuve. Et je trouve que la préparation pour les entretiens, c'est un peu la même chose. Plus on se prépare, plus on sera prêt le jour J à réussir le test. Parce que quelque chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va nous demander, plus on le prépare avant, plus on va avoir des outils pour bien réussir. Du coup, j'ai plein de conseils ici. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas prendre tout le temps. Un premier conseil, c'est de bien se renseigner avant de passer l'entretien. D'abord sur les détails du test, sur ce qu'on va nous demander. Donc, le langage dans lequel ça va s'effectuer et la langue de l'entretien, mais aussi quels sont les outils qu'on va utiliser et le format de l'entretien. Et de la même façon aussi, quel est le cœur des métiers de l'entreprise, parce que souvent,
les questions pendant l'entretien sont directement liées au cœur de métier de l'entreprise. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose qui peut vous donner de l'aide, qui peut vous aider pour mieux vous préparer dans les entretiens. Nous avons ensuite le langage. Alors ici, je l'ai mis, voilà, utiliser des langages que vous avez l'habitude ou que vous connaissez, parce qu'il y a beaucoup de boîtes où les langages, c'est à vous de choisir. Notamment, nous, à Tadog, on n'impose pas un langage en particulier. Du coup, on demande au candidat de faire comme il veut. Mais c'est important d'utiliser quelque chose que vous connaissez, enfin, un langage que vous connaissez et pas quelque chose qui est genre à la mode ou c'est le hype, parce que vous aurez notamment moins de chances de réussir si vous êtes moins à l'aise. On dit que les langages de haut niveau sont plus faciles à coder parce qu'ils ont plus de méthodes standards et il y a plus de structures de données. Et ici, je vous ai donné du coup une liste de langages possibles de haut niveau. Je ne vous dis pas que vous devez forcément partir sur ce langage, c'est juste à titre informatif. Et du coup, strictement lié au langage, c'est important aussi de voir les différentes spécificités qu'il va y avoir liées au langage. Ensuite, réviser les fondamentaux. Ça, c'est juste faire un checklist de quels sont les concepts de base que vous devez savoir pour n'importe quel entretien technique, que ce soit des choses liées aux algorithmes, structures de données, des patterns de programmation. Je vous ai laissé un lien là avec une page qui résume plein de choses très intéressantes. Donc ça peut beaucoup servir aussi. Ensuite, nous avons les notions de complexité. C'est important de réviser ces notions. C'est des choses qui sont très demandées, ou généralement demandées en entretien. Notamment, on cherche des candidats qui au moins ont ça en tête, c'est-à-dire qui gardent en tête le coût du code qu'ils vont produire, donc un temps d'exécution et un espace mémoire, parce que ça va être directement lié. Et donc, du coup, notamment, quand on parle de complexité, on utilise la notation Big O, c'est-à-dire un ordre de grandeur, combien ça coûte le code que je vais produire. Ensuite, l'entraînement. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de commencer à faire des exercices chez soi, en allant de moins compliqué à plus compliqué. Et comme ça, on voit que petit à petit, on progresse. Exactement pareil qu'en course à pied. Si vous allez trop fort au début, vous allez vous rater. Donc, commencez doucement. Il existe plein de ressources sur Internet, que ce soit des sites comme LeetCode ou CodeWars, pour faire ce type d'exercice. Mais vous avez aussi des repos Git avec des collections de questions d'entretien à l'infini, des articles. Même chez Medium, il y a plein d'articles très intéressants sur ça. Quelqu'un m'avait dit il n'y a pas très longtemps au boulot que les LLM sont nos amis. Même pour la préparation des entretiens, ça peut être très utile. On peut contraster les solutions qu'on a implémentées avec les LLM et les améliorer. Et quelque chose qui est important, c'est que c'est bien de se préparer, mais si on ne se prépare pas en se mettant un peu dans un cas réel, en respectant le temps qu'on va nous accorder dans l'entretien et en le faisant en voix haute, le jour J, on sera beaucoup moins rodé que si on faisait ça déjà dès l'entraînement. Quelques exemples du coup de sites. Ici, vous avez par exemple LeetCode. Donc là, il y a plein de thématiques et vous pouvez les trier par complexité, etc. J'ai mis aussi Coding Game. J'ai trouvé ce site qui était aussi plutôt intéressant. Donc ici, c'est un challenge JavaScript par jour. Donc vous avez de l'entraînement continu. Et pourquoi c'est important de s'entraîner? C'est parce que plus on s'entraîne, plus on va être fluide. Et fluide, pour moi, ça se traduit en on va être plus rapide et surtout, on va éviter des erreurs, on va dire, bêtes, parce qu'on a plus d'habitude.
On va avoir aussi plus de fluidité, donc on va mieux respecter le temps. Et surtout, on va prendre l'habitude de faire des exercices d'algorithmie. Donc, on va plus rapidement identifier le type d'exercice ou le type de solution qu'il faut implémenter pour chaque exercice, quelle structure de données utiliser, etc., etc. Alors, quelque chose que je conseille souvent aussi, c'est de créer des fiches pendant l'entraînement, de vous créer des fiches avec tout ce que vous voulez mettre dedans, que ce soit des choses que vous n'arrivez pas à retenir, des méthodes récurrentes, des types d'exercices qui sont les plus demandés, des définitions, des design patterns, enfin tout ce que vous voulez. Ça peut vous permettre aussi d'avoir ça sous le coude et le jour J, au moins comme ça, vous remémorez ça plus vite. Alors, le mock interview, c'est aussi un outil qui est très bien pour la préparation des entretiens. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les termes. Je vous explique. Mock interview, c'est ni plus ni moins que simuler un entretien, sauf que ce n'est pas un entretien, c'est justement ça, c'est une simulation. C'est le fait de se mettre dans un cas d'un entretien réel, où en gros, on doit résoudre un exercice. Et du coup, il faut le faire de façon réelle, en respectant du coup le temps imparti, en posant des questions qui soient les plus proches de la réalité ou ce qu'on va nous demander dans l'entretien. Essayez d'utiliser l'outil cible, ou en tout cas pas son ordi à soi, parce que je peux vous garantir que dans son ordi, on a tous nos petites habitudes, mais quand on doit faire la même chose sur une plateforme ou encore au whiteboard, c'est quelque chose qui revient de plus en plus là, ce n'est pas la même musique. Vous pouvez être à l'aise sur du code, que si vous changez d'outil, ça change un peu tout, quoi. Et très important aussi, qu'on oublie, essayez de faire l'entretien dans la langue demandée. Ce n'est pas pareil de vous exprimer en français ou dans votre langue maternelle que de le faire pendant 1 heure en anglais. Ce n'est pas pareil. Et en dernier, qui vous pouvez solliciter pour faire ce type de mock interview. Soit vous avez de la chance, vous avez des amis qui travaillent aussi dans le monde de la tech et ils peuvent vous aider à faire le rôle de l'intervieweur. Soit il existe pas mal de communautés qui proposent ce type de services ou de mentorat. Bon, moi, j'ai mis Ladies of Code parce que c'est une communauté que je connais et je sais qu'il y a des filles qui font ce genre de choses. Je suis persuadée qu'ici à Bordeaux, on a au Kiwi, je pense à le Slack, et je suis persuadée qu'il y a aussi des volontaires là-bas pour vous aider. Et sinon, il y a aussi des sites qui existent, qui proposent ce type de services. Je sais que la plupart sont payantes, mais bon, c'est quand même beaucoup d'aide, quoi. Oui, voilà. Et un dernier, une liste d'éléments à avoir en tête avant le jour J. Donc ça, pour moi, ce n'est pas strictement lié aux entretiens techniques. Pour moi, c'est lié à n'importe quel entretien. C'est quelque chose qui va vachement vous aider et à vous mettre en confiance. Donc, on va dire c'est du bon sens, mais on oublie. Des habits confortables, c'est quelque chose qui aide pas mal. Préparer son introduction pour lui donner un début de l'entretien, ça aide vachement parce que voilà, ça vous enlève un peu ce stress. Il existe une méthode qui s'appelle STAR, donc Situation, Task, Action et Result. Et c'est tout simplement une façon de structurer votre introduction qui marche plutôt bien. Pareil, ça paraît bête, mais avoir son matériel testé, être sûr que tous les accès à Internet, que ce soit du son, etc., soient bien configurés pour le jour J. Si vous avez besoin des casques, les avoir chargés, etc., avant l'entretien.
J'ai déjà vu des candidats où, en gros, on est en entretien et il y a, je sais pas, la famille qui est venue le revoir et donc, du coup, on voit la mère passer derrière, ou il y a des travaux dans la rue, il n'y a plus d'Internet et donc, du coup, l'entretien se coupe au milieu. Voilà, ce genre de choses, il faut les anticiper avant l'entretien. Un verre d'eau, pareil, ça peut vachement vous aider. Et souvent aussi, si vous avez des questions que vous voulez absolument poser à l'intervieweur ou à l'entreprise, c'est bien d'avoir la liste préparée avant l'entretien, parce qu'en général, quand on est là-dedans, on risque de les oublier à cause de l'estress ou du temps limité, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, toute cette liste va vous aider à éviter du stress inutile qui ne va pas vous aider à réussir l'entretien. Alors, du coup, comment ça se passe en réalité en entretien? Alors, j'ai essayé ici d'imiter Coderpad.io. Je n'ai pas du tout réussi, mais bon, c'est pas grave. En général, lorsqu'on commence avec un entretien, l'intervieweur va nous présenter le sujet. Donc, une énoncé avec son intitulé. J'ai choisi cet exercice. Le but, ce n'est pas forcément qu'on résoudre tous ensemble l'exercice, mais c'est plutôt donner une base sur laquelle on peut s'appuyer pour voir le déroulement d'un entretien. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais en gros, ici, ce qu'il nous demande, c'est de créer du code qui permet de dire si oui ou non une phrase est correcte. Est correcte sur la base de quoi? Si les parenthèses incluses dans cette phrase ou dans cette chaîne de caractères sont équilibrées, tout en respectant du coup les règles, on va dire, universelles des parenthèses, c'est-à-dire une parenthèse ouverte doit avoir une parenthèse fermée et on n'a jamais un symbole de fermeture avant un symbole d'ouverture. Donc ici, on a l'énoncé et on a quelques cas de test, quelques exemples sur est-ce que c'est un cas qui est OK et un cas qui est KO. Donc, la toute première chose qu'on cherche à voir ou que le candidat devrait faire quand on lui présente un tel énoncé, ce n'est pas forcément d'aller coder directement, c'est plutôt être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'on lui demande. Ça fait un peu lien avec les premiers slides que je vous ai montrés où on parle des critères d'évaluation, etc. Du coup, ici, voilà. D'abord, c'est bien comprendre avant de coder. Ce qu'on cherche à voir chez les candidats, c'est son attitude et s'il y a une bonne communication. Donc, ça se traduit par des pratiques comme réagir au feedback qu'on va lui donner, avoir une écoute active dès qu'on lui parle. Finalement, on essaye de créer une discussion ici entre l'intervieweur et les candidats. Et aussi quelque chose qui est très valorisé, enfin qui aide beaucoup, c'est à faire la communication active et à voix haute. On va aussi évaluer chez les candidats ses capacités de compréhension dans le sens où ils cherchent à creuser quelles sont les valeurs demandées, les différentes possibilités pour faire marcher le code. Comme par exemple ici, est-ce qu'on doit retourner une booléenne ou plutôt un message en retour? Quels sont les différents types d'entrées et de sorties qu'on va voir, etc. Très lié aussi avec les cas nominaux et les exceptions que je vous ai évoquées tout au début. Donc pour cet exemple, on pourrait par exemple imaginer au début une chaîne très simple avec des parenthèses qui sont bien équilibrées. Et puis après, la recherche de tous les cas à la marge, quels sont les caractères ou les symboles inattendus ou vides, etc., etc. Et tout ça pour réussir à avoir une idée claire ou commencer à avoir une idée claire de ce qu'est
de ce que notre code devait utiliser comme structure de données. Essayer commencer à réfléchir à tout ce qui est logique et complexité de notre code. Et dans cette première phase, ce qui peut être aussi un outil de communication entre l'intervieweur et le candidat, c'est aussi du pseudocode qu'on peut produire à ce stade-là, où en gros, on traduit un peu la résolution du problème avec du code, enfin, ce n'est pas du code, mais de l'explication très, très banale de ce que ça va être après notre code. Tout ça pour tout simplement commencer à structurer sa pensée avant de passer à l'action. Alors, du coup, on est toujours dans l'entretien, hein, c'est juste... ce qui est important, du coup, une fois qu'on a compris ce qu'on nous demande et quelles sont les différentes valeurs à respecter, c'est de commencer à construire les codes pas à pas. Donc, pour cela, ce qui est important, c'est d'essayer d'abord de créer du code qui marche et ensuite commencer à l'améliorer. Normalement, quand on commence à faire du code farfelu ou avec trop de fournitures depuis le début, on a plus de chances à se rater. Donc, c'est important d'abord faire marcher le code. C'est on va dire, le critère principal de notre entretien, c'est que ça marche. Et ensuite, si on peut l'améliorer, ben, tant mieux. Tester son code régulièrement. Alors ça paraît bête, mais combien de fois on a vu des candidats qui commencent à écrire le code, qui font tout le code de A à Z, et peut-être ils se sont plantés sur un truc tout petit, dans un for, dans un if, quelque chose qu'ils ont mis à l'envers, et ils restent tout l'entretien, toute la durée de l'entretien bloqués, parce qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils ont fait une erreur à un certain moment du code. C'est très important d'exécuter son code régulièrement, de voir si chaque pas fonctionne comme on l'attend, pour avoir justement du feedback précoce ou immédiat et être capable de fixer tous ces problèmes au plus tôt. Donc, ce qu'on insiste, nous, beaucoup à Datadog, c'est d'utiliser des console logs partout pour être sûr que ce qu'on a écrit fonctionne. Toujours garder la communication continue, régulière, en expliquant ici qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi et comment. Aussi, c'est important de dire si jamais on se sent bloqué, on ne sait pas comment suivre, etc. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'un entretien, c'est un échange entre deux personnes. On essaye de voir si on est capable ou si on voudrait travailler avec la personne qu'on voit en entretien. Et pour cela, voilà, il faut qu'on voit qu'on travaille bien ensemble en tant qu'équipe. Donc, même les blocages, il faut les signaler et on travaille dessus pour faire fonctionner le code. Et oui, le dernier, c'est la partie un peu du tout ce qui est clean code et tout ça. Donc, gardez en tête qu'il faut quand même qu'on écrive un code qui soit lisible en respectant les normes ou les règles de nommage des méthodes, constantes, fonctions, tout ça pour avoir du code de qualité. Et ici, je vous propose une solution à cet exercice que je vous ai montré, une solution possible que le candidat a pu donner à ce stade-là. Donc, c'est une solution très simple qui permet d'identifier si une phrase est équilibrée, balancée. Donc, on va aller parcourir la chaîne des caractères et à chaque fois qu'on voit un symbole d'ouverture, on va incrémenter notre compteur. À chaque fois qu'on voit un symbole de fermeture, on va le décrémenter. Et si jamais on trouve un symbole de fermeture et le compteur est à 0, ça veut dire que du coup, on s'est raté, c'est-à-dire que le symbole de fermeture arrive avant le symbole d'ouverture. Et à la fin, on retournera si oui ou non c'est correct, en fonction de s'il y a des symboles d'ouverture qui n'ont pas eu des symboles de fermeture. Ouf, c'est pas facile d'expliquer ça.
Alors, souvent, ce qui se passe quand on arrive à ce stade de l'exercice, c'est qu'on est très content, on dit « Waouh, j'ai fini, j'ai réussi ». Et là, il y a l'intervieweur qui arrive et qui dit « Mais maintenant, je veux que tu répondes à cette deuxième question. » Parce que c'est un classique des entretiens techniques, c'est avoir une deuxième partie ou une partie bonus, où en gros, on nous demande de prendre l'exercice d'origine et de le faire évoluer. Je vous laisse lire ici l'énoncé. Donc ici, l'énoncé demande, une fois qu'on a déjà implémenté la logique des parenthèses, de l'étendre et de les rendre utilisables aussi pour les crochets et les accolades. Et comme vous voyez, normalement, la logique reste la même. Ensuite, on a, comme dans la première partie, des différents exemples de ce qui est une phrase correcte et incorrecte. Et voilà, donc ça c'est un peu comme la première partie. Alors, dans ce stade-là de l'entretien, on ne cherche pas à piéger le candidat, loin de là. Ce qu'on cherche à voir, c'est sa capacité d'adaptation. D'être sûr qu'il a bien compris la logique de l'exercice et qu'il est capable de savoir aller plus loin, généraliser une solution qui a correctement marché. Toujours développer ces raisonnements abstraits, être capable du coup d'identifier les structures de données à utiliser pour s'adapter au mieux à ce qu'on lui demande. Et évidemment, toujours respecter les règles de base. Dans ces cas-là, du coup, cet équilibre entre différents symboles d'ouverture et de fermeture. Bien évidemment, la capacité à faire évoluer son code en les gardant clairs, lisibles et évolutifs. Et en même temps, produire un code qui soit maintenable pour, si jamais d'autres personnes veulent les réutiliser, etc. Et on ne peut pas oublier la communication continue, même ici. Il faut que ça soit fluide, il faut que le candidat arrive à exprimer et à raisonner sur la solution choisie, et puis toujours garder en tête cette notion de complexité. Donc ici, je vous propose ça comme solution. Encore une fois, c'est une solution parmi d'autres solutions possibles. Donc, dans ce cas-là, moi, je suis partie sur un dictionnaire qui contient les différents symboles d'ouverture et de fermeture possibles. Et ensuite, un peu comme dans la première partie, on va aller parcourir la chaîne des caractères et on va déterminer si oui ou non notre chaîne est équilibrée en fonction des ouvertures et des fermetures qu'on trouve. Voilà. Et sans oublier du coup d'évoquer ou en tout cas de garder en tête la complexité temps-espace du code qu'on a produit. Donc ici, un peu en résumé, on essaye de penser plus large, de s'adapter, d'être plus flexible. Bon, j'arrive là bientôt à la fin. Je fais plus vite que ce que je croyais, c'est pas si mal. Alors, du coup, quelques conclusions que j'ai de ces entretiens techniques et que je voulais partager. La préparation, c'est essentiel dans les entretiens techniques. C'est un examen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de faire, par exemple, de passer des examens d'anglais. Ce n'est pas parce qu'on regarde la télé ou les séries en anglais, ce n'est pas parce que souvent on va communiquer au boulot en anglais qu'on est prêt à passer et à réussir des entretiens en anglais. Il y a des codes à respecter, il y a des règles à respecter, il y a des exercices ou des questions qui sont formatées d'une certaine façon. Et c'est important de s'entraîner pour réussir. Pour les entretiens, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on code tous les jours qu'on est capable, sans se préparer, d'arriver et de réussir un entretien.
Alors, gérer le stress, c'est primordial. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis la première, je suis aujourd'hui ici, je suis hyper stressée, mais je sais que moins je pense au stress et mieux je vais faire. Ben, avec les entretiens, c'est un peu pareil. On a tendance à perdre un peu nos moyens à cause du stress, à réfléchir pire ou en tout cas, voilà, à ne pas avoir les idées claires. C'est important d'essayer de laisser ça de côté. Donc, je pense que la préparation, notamment tout ce qui est un peu, ce que je vous ai dit, les mock interviews, le fait de se chronométrer quand vous faites la prépa, le fait de parler à voix haute quand vous faites les sexos, etc., ça aide vachement à fluidifier tout ça et à être plus à l'aise quand on sera dans l'entretien et donc à avoir moins de stress. Alors, dans les entretiens, on ne vous juge pas en tant que personne. On ne veut pas vous critiquer, on ne veut pas vous attaquer à vous en tant que personne, individu. C'est plutôt une évaluation. C'est la façon qu'on a de mesurer quelles sont les compétences que vous avez et si ce que vous avez à offrir et nous, ce qu'on cherche, sont synchro. C'est ni plus ni moins que ça. Ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas un entretien qu'on est en train de dire que vous êtes une pire personne. Ou, enfin, c'est rien de personnel. C'est juste une évaluation. Que vous réussissez ou pas les entretiens, je pense que c'est toujours important de demander du feedback. Ça vous permettra de mieux réussir la prochaine fois. Si jamais vous avez raté un entretien, savoir ce que vous avez mal fait. Si jamais personne vous le dit, peut-être vous le répétez à chaque fois. Et comme ça, enfin, vous n'allez jamais vraiment corriger ces petits trucs que vous faites pas bien, ou en tout cas pas attendus. Pour moi, passer des entretiens, ça contribue aussi à la culture d'ingénieur. Je suis d'accord, ça prend beaucoup de temps, ou ça peut prendre beaucoup de temps, c'est un investissement. Mais ce n'est pas quelque chose de perdu. Ça va vous aider aussi à être meilleur dans votre travail au quotidien. Ça va vous aider aussi à vous mettre un peu à jour sur les différentes tendances, techno, façon de faire, etc. Et bref, ça va être bénéfique. Un conseil aussi, moi, ça m'a vachement aidé. C'est vrai que depuis que j'ai fait passer des entretiens, il y a plein de notions que du coup, j'ai remémorées, plein de choses que j'ai revues, même à chaque fois qu'on fait passer des entretiens aujourd'hui à Datadog. Je prends toujours le temps de faire les exercices d'abord moi-même, de mon côté, pour voir si j'y arrive et quelles sont les différentes approches, etc. Je pense que c'est déjà un très bon début aussi, si jamais après vous voulez vous améliorer ou réussir dans vos entretiens. Et un dernier, un entretien, d'accord, on évalue un candidat, mais vous aussi, vous évaluez l'entreprise. Je pense que c'est important aussi de savoir où vous allez aller, c'est-à-dire d'être sûr que vous êtes aligné avec les pratiques de l'entreprise, avec la culture, avec ce qu'ils demandent en termes de process, de structure, de façon de travailler. Donc, profitez de ces moments d'échange en entretien pour aussi évaluer l'entreprise, être sûr que vous matchez. Je crois que c'est tout. Alors, je vous laisse ici les sources que j'ai utilisées pour faire cette presse. Normalement, les liens sont cliquables, donc vous pouvez les voir après. Merci beaucoup. Et voilà, je ne pouvais pas finir ce talk sans dire qu'on recrute chez Datadog. Donc, si jamais vous voulez en parler après, je serai ravie. Je vous laisse mes coordonnées, le lien sur les slides et le QR code si jamais vous voulez mettre un vote à la fin.
Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour le talk, c'était très intéressant. Je me pose quand même une petite question sur les entretiens techniques, sur leur valeur, parce que là on a créé du code, et au final la valeur Ah oui, ajoutée pardon. du code du coup sur un entretien technique, avec l'arrivée des LLM, elle est faible. Parce que là, juste sortir du code, est-ce que dans les entreprises on a besoin de codeurs qui vont sortir des lignes de code X ou Y, ou des gens qui réfléchissent et qui agissent? On n'a pas parlé de tests, par exemple. Est-ce qu'il est capable du coup de faire tester son code, de voir les cas limites, de donner de la qualité pour apporter plus de valeur que simplement un code source écrit de quelques lignes? Ça, un LLM lambda peut donner 90% de la réponse. Du coup, la valeur est faible par rapport à ce que peut apporter un ingénieur. Alors, je pense que forcément, ça va évoluer, je suis d'accord. Je pense malgré tout que c'est important en tant qu'ingénieur de comprendre quelles sont les implications de faire telle ou telle solution qui répond à un besoin et d'avoir toutes ces compréhensions. Donc, certes, peut-être la partie où on parle plutôt de l'entretien technique, enfin la partie live, ça va évoluer, c'est sûr, mais les connaissances et les compétences à avoir pour résoudre ces problèmes, on va quand même devoir les avoir parce qu'on a bien vu que de toute façon, avec les LLM, il va falloir quand même toujours les surveiller. Voilà, donc en fait, je pense que ça va juste, comme on a vu tout à l'heure, le talk d'Horacio, ça va juste, on va juste transformer vers autre chose. Mais je suis d'accord avec toi et je n'ai pas la réponse. Enfin, j'attends voir comment ça évolue avec les LLM. Je pense qu'on est tous un peu... ouais. Merci. Ouais, alors j'avais un peu la même question, mais je rajoute une deuxième. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des résolutions de problèmes avec le candidat, là où c'est une personne de Datadog et le candidat qui doivent résoudre ensemble un problème avec quelqu'un qui observe? Alors, pas que je sache, on a ce qu'on appelle des shadowing, mais c'est plutôt quand on fait passer l'entretien, on va avoir une troisième personne de la boîte qui regarde surtout pour apprendre de cet échange. Mais ce que tu demandes, enfin, on l'a jamais fait, enfin, pas à ma connaissance. On suit plutôt la structure, enfin, les process de base qui suivent des boîtes comme Google ou comme Facebook. On imite carrément ce qu'ils font. Mais c'est aussi quelque chose qui est régulièrement revu par les équipes de recrutement pour justement essayer de s'adapter. Mais je sais que c'est un sujet quand même assez délicat, quoi. Merci. Je vois rien. Une question. Bon, j'en profite, j'en rajoute une deuxième. Moi, j'avais toujours une préférence pour les tableaux blancs, et je vois que vous avez préféré faire du code live. Il y a une raison derrière ou... Non. Merci. Quelqu'un d'autre? Personne. Ah oui. Excusez-moi. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. En parlant de nos amis les LLM, justement, je me suis demandé par rapport au mock interview, est-ce que vous avez déjà essayé de challenger un peu une mock interview sur base d'un LLM, et si oui, est-ce que c'était concluant? Pas du tout, mais c'était un truc que j'aurais voulu faire avant de faire ce talk. C'est juste qu'après, voilà, le temps passe et puis on est déjà vendredi matin et puis j'ai pas eu le temps. Mais je sais que c'est une pratique, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Et aussi, il y a la partie que je vous ai montrée sur les mock interviews et le fait de s'entraîner avec des plateformes dédiées qui sont en général payantes. Je sais maintenant il y a une nouvelle pratique ou une nouvelle notion. C'est en fait, il y a vachement de sites qui proposent ça justement avec de l'IA. Et c'est quelque chose, tu as une espèce de coach virtuel. Et c'est justement quelque chose que j'aurais voulu essayer avant de faire ce talk, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Merci beaucoup.
Merci déjà pour la présentation. En effet, j'ai 2 questions. La première, c'est pour la partie entretien technique. Est-ce que vous avez une liste figée des questions ou c'est vraiment un entretien dynamique, c'est-à-dire vous allez poser une première question et après les questions suivantes vont dépendre de la façon avec laquelle le candidat va répondre à la première question? Alors, en général, à Datadog, c'est un process qui est hyper carré, dans le sens où même les gens qui font passer des entretiens, on a été formés. Donc, on a des règles et des choses à respecter et la liste des questions qu'on pose, en général, c'est déjà prédéfini bien avant. On va voir des différentes variantes, notamment dans la deuxième partie de l'exo, qui peuvent un peu changer en fonction des réponses des candidats, mais ça va être, en général, ça va être assez figé, quoi. Ok, très bien. Ma deuxième question, si vous prenez par exemple un développeur qui travaille déjà chez Datadog, et vous lui faites passer le test technique, il le rate, vous tirez quelle conclusion? Bonne question. Je ne sais pas. J'imagine que la première conclusion, ça serait qu'il manque d'entraînement, parce qu'en général, pour passer l'entretien, d'abord, enfin, ce que je disais, la partie préparation, c'est quand même assez essentiel, quoi. Bonne question. Qu'est-ce que je dirais comme conclusion? Que s'il passait l'entretien à ce moment-là, il ne l'aurait pas eu, quoi, en tout cas. Et s'il fait déjà le job, par exemple, vous n'allez pas mettre en question le test technique en soi? Et c'est un sujet très débattable. On me le pose. J'attendais en fait cette question parce qu'on me la pose à chaque fois. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle pour les entretiens techniques. Je sais que nous, on est une grosse boîte. On essaye de un peu structurer ou en tout cas formaliser les tests, les entretiens techniques. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un process qui soit généralisé à une boîte aussi grosse, où en gros, tu dois former les intervieweurs pour faire passer des entretiens et avoir quelque chose qui soit à peu près validé. Donc, c'est très débattable. Je pense que voilà, on pourrait faire évoluer ça, mais en tout cas, ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas moi qui décide, quoi. Okay, merci beaucoup. Merci. Merci pour la presse. Si par exemple un candidat qui est devant vous et qui est certifié Datadog, est-ce qu'il va passer le coding test ou non? Alors, aucune idée. Je ne sais pas ce qu'on demande à la certification en Datadog. Pour avoir la certif à ce que tu dis là, je ne sais pas ce qu'on demande aux candidats comme compétences. Je n'ai pas bien compris. Tu dis que si la personne est certifiée Datadog. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi être certifié Datadog? Par exemple, la partie sémantique, par exemple. Et il postule pour Datadog, pour un emploi. Pendant l'échange technique, est-ce qu'il va passer la partie coding test ou bien il est privilégié parce qu'en fait, il est certifié Datadog? Il ne va pas être privilégié, non, il va devoir passer l'entretien comme tous les autres. Ok, merci. Je vois que dalle, quoi. Je pense qu'on va plus avoir de temps pour les questions. Merci beaucoup.